Coucou. Alors oui, j'ai pas tourné depuis 1892 et en plus j'ai même pas de titre. Ah, mais les enfants, tout part à volo quoi. Et vous savez ce qui part en volo également? La société. Et oui, la société part en couille car on est en 2021 et en tant que meuf, on est encore traité, on va pas se le cacher, comme de la merde. Au poste de pouvoir ou au poste culturel important, on a des gens qui sont mis en accusation pour viol. Voilà, comme ça. Et ils ne sont pas inquiétés plus que ça. C'est bon pour vous ou pas? Ah, non, là j'ai cru que j'étais Squeezie. Je suis pas Squeezie, ok? J'ai des cheveux. Oh, burn! Sans transition aucune, 3 bouquins aujourd'hui, le premier étant celui de Carmen Maria Machado. Son corps et autres célébrations, c'est un recueil de nouvelles dont j'avais déjà parlé l'année dernière, il me semble, parce que c'était une sortie que j'attendais impatiemment. Déjà parce que la couverture, elle est verte fluo, ce qui est extrêmement stylé. Et parce que les petits côtés, les petits rubans, tout ça, ça me ferait bon des vieux contes polonais, je crois, un truc comme ça. Et je l'ai lu, il y a fort longtemps, mais j'en ai pas encore parlé. Et j'en ai pas parlé parce que j'attendais la bonne occasion, et le 8 mars. Et cette vidéo, c'est l'occasion parfaite pour vous présenter cette petite pépite. Une pépite, oui, je ne mâche pas mes mots, on n'a pas le temps, ok, on est en 2021, on n'a pas le temps. Ça fait 2 fois que je dis qu'on est en 2021, c'est un peu louche. Recueil des nouvelles donc, des nouvelles qui ont des formes très diverses. On va avoir du style très lapidaire, on va aussi avoir presque des sortes d'items comme des entrées de dictionnaire, de cette sorte. Voilà. Les nouvelles en elles-mêmes, quand je dis qu'elles sont diverses, elles sont aussi inégales. Il y en a certaines qui sont vraiment très prenantes, très poignantes, d'autres au contraire qui sont un petit peu plus compliquées à aborder. Compliquées à aborder non pas forcément par la thématique qu'elle présente, pas forcément non plus par le style en lui-même, il n'y a pas de très grande variation. Mais par contre, je sais pas, certaines, de manière très personnelle, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Est-ce que c'était pas le bon moment? Est-ce que c'était les présentations de personnages que je trouvais trop éloignées, entre guillemets, de ce à quoi je m'attendais en lisant une nouvelle? Enfin, vous voyez, dans le format de nouvelle, on se dit on rentre très rapidement dans l'action, les personnages sont caractérisés de manière très efficace en fait, et parfois j'ai l'impression qu'il y avait des petites lenteurs sur les présentations de personnages. Je vais le poser parce que c'est relou, et puis si je suis tout le temps en train de l'agiter comme ça, c'est chiant. J'ai dit que les nouvelles étaient très diverses, par contre, entre elles, il y a des tropes qui se répondent. Je vais pas vous spoiler, vous allez lire ce recueil de nouvelles impérativement, et vous allez voir en fait que ça s'entrecroise, ça se répond, ça se parle, ça se fait des petites rêves comme ça. Autre chose très importante à préciser sur ce recueil de nouvelles là, c'est que on est dans le fantastique. C'est du fantastique, fantastique dans la définition classique du fantastique, un univers relativement normal où il se passe des trucs chelous. Ça franchement, c'est mon grand dada dans la vie. Sauf que, petit bémol, ici très souvent, le fantastique va tomber dans un écueil que, en tant que lectrice, j'apprécie pas trop parce que je le trouve un peu feignant, c'est le côté de la folie. C'est-à-dire finalement, on va renvoyer la charge du fantastique, la charge des éléments un peu étranges qui se déroulent à la responsabilité du narrateur ou du personnage principal. Et ça, le faire une fois, c'est cool. Le faire de manière répétée, sans qu'il y ait vraiment un discours porté autour de ça, je trouve ça un peu agaçant. Alors, agaçant, c'est peut-être un petit peu trop fort, mais disons que je trouve que ça enlève vraiment l'intérêt de certaines nouvelles. Maintenant que j'ai évacué ce qui me semble relever des faiblesses de l'ouvrage, je peux vous dire pourquoi est-ce qu'il déchire. Il déchire parce que ce qui est au centre de ce bouquin, vous vous en doutez vu le titre, c'est le corps des femmes. Voilà, genre son corps et autres célébrations. La célébration, à vrai dire, je sais pas trop. Est-ce que c'est juste parce que on parle de corps de femmes? Alors du coup, attention, on parle pas de corps de femmes dans une espèce de motif de male gaze, c'est-à-dire il n'y a pas de regard masculin qui va venir découper, etc. Non, ça, le regard féminin déjà le fait très bien, parce que sexisme, parce que patriarcat, parce que tout ça, des petites choses qu'on aime bien, mais surtout parce que
le corps de la femme, sa corporéité, va être vraiment le moteur narratif. Moteur narratif pour différentes raisons. Dans telle nouvelle, ça va être parce que c'est un corps qui est en train de disparaître. La première, c'est ça, c'est une évanescence, toujours dans le registre fantastique, de corps de jeunes filles. Enfin, de jeunes filles, de filles plus ou moins jeunes. Hein. J'ai dit jeunes filles parce que dans ma tête, il y a les premiers symptômes de cette crise dans le bouquin qui sont des corps de jeunes filles qui disparaissent. Mais après, ça englobe tous les corps de femmes en règle générale. Corporité également parce qu'on va parler de désir. Enfin, on va montrer du désir féminin. Un désir féminin qui, contrairement à plein d'autres désirs féminins dans la littérature, s'émancipe. C'est même pas qu'il s'émancipe en fait, c'est qu'il existe sans le regard de l'homme, sans les gestes, sans le désir masculin. À vrai dire, le corps de la femme, son érotisme, ses possibilités, son potentiel, en fait, ici, est décrit comme un non-événement. Ça aussi, je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une espèce de figure monstrueuse de la femme assoiffée de sexe, par exemple, ou de la femme perdue dans une relation amoureuse ou autre. Ces figures-là, même si elles peuvent exister dans différents types de personnages à travers ces nouvelles, bah en fait, il n'est pas central. Ce qui est central, c'est le fait de pouvoir faire du sexe, relationner, amoureusement ou amicalement, avec d'autres femmes, sans qu'il y ait un homme qui soit quelque part. Les hommes sont les grands absents de ce bouquin, et ça me fait pas forcément plaisir de le dire, mais ça fait du bien, quelque part. Donc en fait, cette espèce de réappropriation littéraire des tropes habituels, donc de celui de la romance, de celui du coup d'un soir, de celui de l'amour tragique, etc., quand il n'y a pas d'homme dedans, et où c'est vraiment que des relations lesbiennes, bah en fait, ça, il me semble, ça offre au lecteur d'autres possibilités. Un autre point incroyable de ce bouquin, et c'est le dernier, promis, après je passe aux autres, c'est que je trouve que les émotions qui se dégagent de ces nouvelles sont extrêmement puissantes. Et là, en tant que booktubeuse, je suis un peu embêtée parce que je n'arrive pas à savoir pourquoi. Est-ce que j'ai ressenti autant d'émotions en lisant ce recueil de nouvelles? Et je le prends dans l'ensemble, hein. C'est pas juste une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là. C'est une fois que j'ai fini l'intégralité des nouvelles, j'ai ressenti des choses, là, dans mon petit cœur. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est à cause du style de l'autrice. Je sais pas si c'est parce que c'est des personnages féminins auxquels j'ai pu rapidement m'identifier. Je sais pas si c'est parce que c'était la description, tout bêtement, des émotions que je trouvais intéressantes, parce que c'était pas des émotions très dichotomiques en mode des émotions sympas, des émotions pas sympas. Est-ce que c'est parce que ça me décrivait en tout cas des émotions un peu en demi-teinte? Je ne sais pas. Pourquoi? Est-ce que c'est arrivé à un bon moment de ma vie? Aucune idée. Vraiment aucune idée. Mais ce que j'espère en tout cas, c'est que si jamais le bouquin, enfin le recueil vous arrive entre les mains, j'espère que vous ressentirez autant d'émotions que moi à la lecture. Autre style, autre bouquin. Pour y en a qui est tombé. Les certitudes du doute de Goliarda Sapienza. J'avais déjà parlé de Goliarda Sapienza pour L'art de la joie, un bouquin qui m'a marqué au-delà de toute attente et qui reste encore à ce jour une des meilleures lectures de ma vie. Les certitudes du doute, qui m'a été recommandé par une amie, c'est incroyable. Ce bouquin aussi, il est incroyable. Oui, je vous présente que des bouquins de qualité, hein, faut pas déconner. C'est très court et c'est un récit autobiographique des années de femmes dans la fleur de l'âge, on va dire, de Goliarda Sapienza, très autobiographique, évidemment, très romancé aussi, je pense, et qui se déroule, du coup, à Rome. Je précise à Rome parce que je sais pas quelle idée vous avez de Rome, de base, mais c'est une Rome qui est, genre, bien différente. Là, c'est la Rome du début des années 80. C'est une Rome où les tramways sont encore en bois. C'est une Rome où les cafés sont encore extrêmement fumeurs. C'est une Rome où on peut croiser encore des personnes qui viennent de purger une peine de prisonniers politiques, en fait. Et Goliarda, elle évolue là-dedans. Parce que Goliarda a fait de la prison. Et Goliarda va poursuivre dans tout Rome une de ses anciennes co-détenues, qui s'appelle Roberta. On va la poursuivre. C'est une manière de dire, hein. Elle va pas la pister, la stalker, etc. Non, elle va
avoir, si je le traduis dans des termes très contemporains, un giga crush sur Roberta qui est bien plus jeune qu'elle. Ce qui lui pose en fait un certain nombre de problèmes, mais qui va aussi être l'occasion pour Goliarda d'aborder des questions du genre la maternité, par exemple. Et de passer de la maternité à la question des œuvres littéraires. Voilà, elle file un petit peu la métaphore autour de l'enfantement et de la création d'une œuvre littéraire. Ce que je trouve incroyable dans ce roman, que j'ai posé, par ailleurs, la magie du montage, c'est que on a une Goliarda Sapienza qui certes sort de tôle, qui a déjà une carrière d'écrivaine qui est plus ou moins lancée en soi, même si elle est mais ruinée absolument. C'est une femme d'âge mûr. En fait, de toute façon, là, je vous présente que des bouquins où il y a des femmes d'âge mûr, parce qu'au bout d'un moment, on va pas juste parler des femmes jeunes, dynamiques, etc. On va aussi parler des femmes, genre beaucoup plus vieilles, genre 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui sont tout aussi dynamiques. Donc elle, Goliarda, elle est hyper dynamique, et ça se sent dans sa plume. Sa plume, comme dans l'art de la joie, en fait, elle va mêler différents types de registres. Elle va mêler un registre très familier, d'autant plus que là, dans ce récit autobiographique, on a énormément de dialogues, donc sur un registre parfois très familier, et parfois, quand elle va être en introspection, ou qu'elle va elle-même, en tant que personnage décrit, elle va parler avec un registre très soutenu. Parfois à la limite du lyrisme. C'est un peu déstabilisant au début. Déstabilisant parce que parfois, j'avais l'impression d'être face à un journal intime. Et d'autres moments, j'avais l'impression d'être face à plus des essais. Des essais vont toujours tourner autour de son intériorité. Et d'ailleurs, j'ai très envie de vous lire un extrait. Donc là, Goliarda est chez des amies, donc des anciennes co-détenues, dans le salon que l'une d'elles vient de créer. Je n'écoute plus. Tandis qu'une étrange sueur m'envahit l'échine à la révélation qui m'a été balancée dessus, si simplement. Comment est-ce possible, me dis-je. Cependant que, malgré moi, mon esprit repart anxieusement en arrière pour rechercher dans le passé quelques attitudes suspectes dans le comportement de Roberta, qui peut-être, dans l'exaltation typique de tous les débuts de relations, que ce soit d'amour ou d'amitié, m'avait échappé. Mais je ne trouve rien. Ou ce rien est seulement le typique vide confusionnel qui saisit quiconque est brutalement atteint par un malheur. À la sueur s'ajoute un désir de bouger qui m'assaille si fortement qu'il m'amène à chercher des yeux un lieu quelconque où me cacher d'elle, et, seul, reprendre la maîtrise de mes émotions. Juste devant moi, un grand miroir à hauteur d'homme, entouré d'un fin cadre d'or, me suggère que derrière, il doit y avoir une salle de bain. À Rébibia, c'est la prison. À Rébibia, précisément, Barbara ne répétait-elle pas toujours que lorsqu'elle aurait un coin pour elle toute seule, la plus belle pièce serait réservée à la salle de bain ? Poussant le miroir, doucement pour qu'elle ne s'aperçoive pas de mon malaise, je me trouve dans un espace tellement immense en comparaison du magasin, tellement resplendissant de carreaux de faïence rose, de miroirs, d'appliques entre lesquels sont savamment disposées des plantes somptueuses, que je me surprends à pleurer d'émotion. Je pleure. Pour un beau rêve de salle de bain enfin réalisé ? Oh, bien sûr, cette salle de bain est si semblable à celle que Barbara nous avait 100 fois décrite là-bas, à Rébibia, que ça pourrait bien être ça. Mais ces larmes sont pour Roberta. Et les chassant, je me glisse sous le magnifique jet d'eau dans l'intention de me laver, au moins de mon grand trouble. Larmes inutiles, me dis-je en me savonnant bien comme il faut, ajoutant « Tâche d'accepter la réalité sans scandale ni moralisme abject et cherche au contraire un chemin pour l'aider. » Mais comment ? En la traînant dans quelques cliniques miraculeuses, comme Risoli semble l'avoir fait pour son ami, où on change complètement le sang ? Il faut des millions, des sous, des sous, des sous ! À chaque carrefour des bonnes intentions, le percepteur de la loi du profit vous attend avec une faux affamée d'or sonnant et trébuchant. Or et usure, 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 usure ! Ezra Pound, grand vieillard au front majestueux et au regard vierge d'enfant uniquement nourri des lignes inviolées de ces montagnes, voilà la poésie. La pousser à approfondir le don le plus évident que possède Roberta. Ces lettres en sont la preuve. Lettres pleines de personnages rencontrés dans les diverses prisons qu'elle a visitées, dignes d'un véritable écrivain. Voilà, l'engagé dans l'écriture d'un roman à deux voix. Ne le sait-on pas depuis longtemps que la littérature peut être une panacée pour toutes les maladies de l'esprit ? Je dois être allée si loin dans le voyage atemporel des projets que je sursaute littéralement de peur en m'entendant appeler. Dans l'entrebâillement de la porte, je découvre 2 petits visages amis, et je serais heureuse de les revoir si je ne me rendais pas compte que je suis toute nue, et pour comble de ridicule, assise sur un tabouret.
les jambes croisées et une cigarette entre les doigts que, à leurs regards amusés, je comprends porter à mes lèvres comme une personne vêtue de pied en cap, sinon même en robe de soirée. Dès qu'elles voient que j'ai remarqué leur présence, elles éclatent d'un grand rire. Mon premier instinct est de fuir, mais dans ces cas-là, j'ai plus d'une humiliante expérience derrière moi. Il vaut mieux ne pas s'élancer à l'aveugle à la recherche d'une cachette, mais rester immobile et renvoyer la balle en entrant dans le jeu. Non, ne vous en allez pas, de toute façon, ça y est, je me suis couvert de ridicule. Entrez donc. Cette invitation que je leur lance provoque leur rire, qui augmente au fur et à mesure que moi, avec calme, comme si j'en avais assez de fumée, j'éteins ma cigarette dans le petit cendrier en forme de coquille que je tiens dans ma main droite, le pose, me dirige vers mes vêtements et enfile au moins ma culotte. Avec ce bouclier puissant pour qui a expérimenté le tout nu, je me sens capable d'avoir assez de voix pour dominer leur rire et riposter. On peut savoir ce qu'il y a de drôle ? J'ai honte de me montrer nue. Et alors ? L'extrait que je viens de vous lire, je l'aime particulièrement, bien qu'il ne soit pas très représentatif du roman. Dans le roman, on a bien plus souvent des scènes de dialogue, que ce soit des dialogues d'exposition ou d'engueulade ou autre. On a quand même pas mal de moments, peut-être pas aussi longs, d'intériorité, de description de l'intériorité de Goliarda. Donc là, qui se retrouve complètement perdu dans ses pensées et finit par faire quelque chose de très inattendu, de très surprenant, c'est-à-dire être à Welp chez une de ses potes en train de fumer une clope sous la douche. Ça arrive pas à tout le monde, d'accord ? Si ça vous arrive, vraiment, genre, dites-le moi, expliquez-moi, je veux le contexte, je veux une situation. Cet extrait, par contre, me semble révélateur de l'esprit du roman. C'est-à-dire que Roberta est présente. Roberta, la personne pour laquelle Goliarda a une espèce de j'ai dit un crush tout à l'heure pour rigoler, a une fascination qui oscille entre un érotisme et un côté très maternel. Oui, écoutez, on a tous des bails à régler, d'accord, mais donc Roberta est présente, d'une part. Mais par contre, la personne qui est au centre de tout, la personne qui est décrite, la personne qui est mise en discours, c'est pas Roberta, c'est Goliarda. C'est Goliarda Sapienza, c'est l'autrice. Et donc, j'aime bien résumer ce roman en disant que Roberta en est le thème, mais ce qui en fait vraiment l'essence, le sujet en soi, c'est Goliarda. D'ailleurs, dans les dernières pages, que je vais vous lire immédiatement, enfin, le dernier dialogue est génial. Pourquoi écris-tu, Goliarda ? Ça, c'est Roberta qui lui parle. Pour prolonger de quelques instants la vie des personnes que j'aime. Et avec la leur, la tienne, hein, renarde rusé. Bien sûr, qui déteste la vie au point de ne pas désirer que la sienne ne soit pas au moins un peu prolongée. Bien. Alors, peut-être un jour écriras-tu sur moi. Et clairement, genre, ce dialogue de fin, cet échange de fin, c'est le résumé du bouquin. Et je peux pas m'empêcher de le dire avec un sourire un petit peu complice, un petit peu attendri, parce que le roman invite vraiment à la moquerie gentille sur la Goliarda qui est décrite. Donc, l'autrice, en train d'écrire, porte un regard qui est très critique, qui est parfois condescendant, parfois moqueur, sur la personne qu'elle a été, la personne qui a vécu toutes ces choses, ces aventures, qui a ressenti autant d'émotions, mais par contre, c'est toujours empreint d'une très grande tendresse. Et c'est cette tendresse, en fait, que mon espèce de sourire un peu niais, un peu con retranscrit. Pour conclure sur les certitudes du doute, je ne peux que vous encourager à le parcourir. Vraiment. Il est extrêmement court. C'est très facile d'entrer dedans. Il n'y a pas besoin d'avoir lu d'autres œuvres de Sapienza. Il n'y a pas non plus besoin d'être extrêmement docte sur des questions philosophiques ou politiques. En fait, tout est relativement bien expliqué. Et même, en fait, si vous ne comprenez pas, si vous ne saisissez pas les enjeux qui sont portés par ce roman, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce qui est intéressant, c'est la manière dont une autrice va parler d'elle-même, de son ancienne elle-même, qui est plus vraiment elle en fait, mais qui est une partie fondatrice de sa vie, certes d'écrivaine, mais aussi de sa vie de femme. Lisez Goliarda Sapienza, de base en fait, vous partez là, tu coupes, tu t'en vas, tu vas lire. Last but not least, comme dirait quelqu'un qui parle très très bien l'anglais, La vengeance m'appartient, de Marie Ndiaye. Que dire
sur ce bouquin. Donc c'est son dernier. Alors, j'avais déjà présenté, mais je crois que c'était au cours du Femini Books de l'année dernière, j'avais déjà présenté La Sorcière, qui est un des romans de cette autrice que j'aime énormément. La Sorcière m'avait énormément plu ça fait beaucoup de fois énormément, pour plein de critères parfaitement objectifs, hein, pas du tout personnels. Donc n'hésitez pas à aller checker, hein, tranquillement, joyeusement après cette vidéo, ce que j'avais pu en dire. Et donc ça, c'est son dernier, La Vengeance m'appartient. Et si je le présente, c'est parce qu'il s'inscrit extrêmement bien dans la lignée des autres ouvrages que je vous ai présentés jusque-là, qui sont au nombre faramineux de 2. C'est un roman écrit par une femme qui parle, toujours pas de Lamentin, hein, de femmes. Petit pitch, une avocate à Bordeaux. Je précise Bordeaux parce que genre, la ville est décrite, en tout cas, il y a des grands lieux de Bordeaux qui sont décrits, donc a priori ça a une importance, je vois pas exactement laquelle, si ce n'est d'offrir une petite vignette touristique de Bordeaux, hein. Charmante petite ville. Donc une avocate qui s'appelle Maître Suzanne, elle a pas de prénom, c'est intéressant. Maître Suzanne qui n'a pas de prénom et qui est avocate et qui a 42 ans, n'a pas énormément de succès dans ses affaires, elle vient de se lancer dans son cabinet. Et bizarrement, un mec random vient lui confier un cas médiatique d'une extrême importance. Sa femme, au gars qui lui apporte le cas, sa femme a tué leurs 3 enfants. Petite famille sans histoire et voilà, la dame a noyé les chers bambins. Et donc du coup, Maître Suzanne doit, entre guillemets, défendre la cliente. Ça, c'est ce que le livre aimerait vous faire croire, en fait. Ça c'est ce que peut-être on s'attend à lire. Mais pas du tout. Mais ça n'a rien à voir. Mais ce bouquin, il parle pas du tout de ça. Il parle pas du tout de justice, de cas compliqués. C'est pas un thriller. Non, rien, non. Il est formidable quand même, hein. Voilà. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est pas une histoire de quête de la vérité et de la justice. C'est pas une histoire de thriller. C'est pas non plus genre une réponse absolue au grand mystère qui va parcourir l'intégralité du bouquin, c'est-à-dire que l'avocate va se poser la question de mais pourquoi est-ce que ce type qui est là devant moi, pourquoi est-ce que son nom me parle de ouf et pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on s'est rencontrés quand il était adolescent et qu'il a bouleversé ma vie. Alors, le bouquin ne répond pas. Voilà, là je vous spoil complètement, mais c'est pas la peine de vous attendre à quelque chose de carré, avec un enjeu, un mystère, etc., qui est résolu à la fin. Que dalle. Alors là, non. Je m'excite un petit peu, mais que ce soit le tapage médiatique autour de ce roman-là ou la 4e de couverture, en fait, me semble passer complètement à côté du propos du bouquin. Genre, que le mec dise vaguement quelque chose à la narratrice, on s'en cogne, c'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, et ce pourquoi il figure aujourd'hui dans cette vidéo, c'est parce que on a des portraits de femmes. Des portraits de femmes qui ont toutes un même, qui ont toutes un point commun, qui est celui d'être emprisonnées par des hommes. Toutes de différentes manières. Donc on va avoir notre avocate qui est prise plus ou moins par son père, qui essaye de lui faire une espèce de relecture d'événements qui se sont produits quand elle était plus jeune. On va avoir sa femme de ménage, avec qui elle entretient une relation très étrange, pleine de culpabilité, pleine qui fleure un petit peu bon le white savior en fait. Donc cette femme de ménage là qui va avoir ses papiers qui sont bloqués par son frère dans un pays étranger. Cette femme de ménage là qui n'a pas de papiers et qui va pourtant aller travailler pour nourrir son mari, qui lui aussi n'a pas de papiers mais qui reste à la maison. On va avoir la fille de son ex, à Maître Suzanne, la fille de son ex qui est un peu brinque-ballée à droite à gauche et voilà, on va avoir la mère de la protagoniste. La mère qui, elle, est littéralement cadrée / encadrée par son mari. Donc en fait, on n'a que des femmes qui sont prisonnières. Et c'est là où je trouve que le titre fonctionne, parce que sinon ça marche pas. Enfin, je veux dire, parler de vengeance quand on met en scène une avocate qui doit défendre une cliente, ça aurait pas de sens. Par contre, ça a du sens si on voit ces personnages dans une espèce de quête d'émancipation. Alors je dis quête parce que c'est moi qui met derrière le thème de quête. Hein. Il n'y a pas cette recherche absolument de l'émancipation, voire au contraire. C'est des femmes qui reconnaissent être
sous l'emprise d'hommes. Et cette question d'emprise, elle atteint son paroxysme, enfin vraiment le pompon sur la Garonne en fait, c'est avec le personnage de la cliente de Maître Suzanne, donc celle qui a tué ses 3 enfants, qui, genre, va, une fois qu'elle est plus en garde à vue, hein, elle est en prison, quand elle est en prison, va développer un discours en faisant des références évidentes à Une chambre à soi de Virginia Woolf, parce que la prison en fait lui permet de se retrouver en tant que femme indépendante. Donc en fait pour la cliente, pour Madame Principaux, c'est son nom, pour Madame Principaux en fait, commettre ce triple infanticide, ça va pas apparaître comme une espèce de libération, mais c'est les conséquences de cet infanticide qui vont être une libération, où elle va récupérer en fait un statut de femme indépendante, ce qu'elle n'était plus quand elle était avec son mari, un homme à chaque fois qu'elle n'accuse de rien, hein, qui n'est coupable de rien, etc., et qui, quand on le regarde, effectivement, n'est coupable de rien, enfin c'est le basique mec, en fait, n'est coupable de rien, mais elle, du coup, retrouve une espèce de liberté, une espèce de sérénité, jusqu'à même être capable de demander le divorce en étant en prison. Alors ça peut paraître très anecdotique dit comme ça, mais tous ces personnages-là, de femmes, vont plus ou moins avoir, à un moment donné, l'opportunité de pouvoir s'émanciper, de pouvoir trouver un moyen de se libérer elle-même. C'est pour ça que je dis que le titre, La vengeance m'appartient, n'a de sens que si on prend cette lecture-là, cette lecture de femmes qui sont prisonnières. La vengeance sous-entend qu'il y a un tort qui a été commis. Il y a quelque chose qui mérite d'être vengé. Donc là, ça peut être par exemple la privation de liberté, ça peut être l'accablement que ces femmes subissent par leur mari. M'appartient. Je trouve que c'est remettre en fait la femme au centre en tant que sujet actant, en tant que sujet qui va pouvoir agir et qui détient quelque chose. La vengeance, c'est à elle que ça revient, c'est à elle qui doivent se venger elle-même. Et le côté très singulier, donc c'est la vengeance m'appartient, c'est pas la vengeance nous appartient, ça met un petit peu fin à l'espèce d'idée de collectif qui pourrait sous-tendre une œuvre où on parlerait de portraits de femmes. Il n'y a pas tant de sororité que ça en fait dans le bouquin, il y en a même. Il y a des relations entre femmes en soi, mais une sororité, non. Un féminisme éclatant, non plus. Non. Donc le fait d'individualiser le titre et de le dégager en fait de la narratrice, que la narratrice n'a vraiment rien à voir avec le titre à vrai dire, me semble justement confirmer cette lecture-là, mais bon, hein, évidemment, j'interprète comme je veux quoi. Alors je pense que je relirai ce livre d'ici quelques années, histoire de voir si j'ai toujours la même lecture, et si la fin m'apparaît moins... J'allais dire brouillonne, mais en fait elle m'a paru brouillonne parce que je crois qu'elle est trop pleine de symbolisme, ce qui rend son décryptage vraiment malaisé. Alors en fait, ou bien c'est quelque chose d'extrêmement con, alors j'essaie au maximum de vous en parler sans vous spoiler à vrai dire. Alors soit c'est vraiment quelque chose de très con et je serais très déçue, et à mon avis, connaissant les autres œuvres de l'autrice, ça doit pas être ça, soit c'est du symbolisme à moitié pété, qui doit donner une autre teneur à l'ensemble. Alors peut-être que je m'emballe un petit peu trop, hein, mais... Bon, en tout cas, par curiosité, vous pouvez y jeter un œil. J'en ai fini avec la présentation de ces 3 bouquins, et je viens d'avoir une épiphanie, je crois que j'ai parlé beaucoup trop vite sur cette vidéo. J'ai été lancée comme un joli petit TGV, un Paris-Bordeaux, hein, Paris-Bordeaux, la vengeance m'appartient, on reste dans la thématique. Et donc bah voilà, je vais pas dire que je suis désolée parce que je suis pas spécialement désolée, c'est mon débit habituel, hein, il va falloir s'y habituer maintenant. Non, je plaisante. J'essaierai de faire des efforts pour les prochaines vidéos. Dans tous les cas, on va finir comme un joli petit TGV en campagne, et je vais vous dire à très bientôt.